Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, c'est selon il est tôt ou il est tard, donc je devais normalement dormir. Et je sens que je dois absolument dire certaines choses. Donc, voilà. Ça risque d'être un peu décousu, vu que je suis un peu en manque de sommeil, genre insomnie. Mais bon, on va essayer de faire de son mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, comme ça m'arrive régulièrement dans ma vie, à intervalles réguliers, je suis dans une période de... que moi j'appelle, je donne le mot vortex. C'est-à-dire, c'est une période où il y a une accélération de toute une série d'événements qui s'enchaînent à toute vitesse et qui font que je reçois, au niveau de mon cerveau, beaucoup d'informations, beaucoup de leçons, d'expériences, et donc beaucoup d'idées qui en ressortent. Bon, c'est fatigant parce que ça produit une surcharge cérébrale, et donc, bon, il y a un peu des effets secondaires à tout ça. Mais bon, le côté positif, c'est qu'on évolue, donc on passe des paliers évolutifs. Et ça, c'est toujours intéressant, parce que comme je le dis souvent à mon fils, enfin, des proches à qui je parle, dans la vie, quand on n'évolue plus, quand on ne pense plus, quand on ne remet pas des choses en question, quand on n'est plus dans l'autocritique et, et la réévaluation de tout, on est en quelque sorte déjà mort, même si on est toujours vivant. En fait, on est une entité qui n'est plus en mouvement. Donc on est dans une sorte de fin. Ce n'est pas une fin physique, c'est une fin mentale. Et sans le mental, nous sommes des bestiaux. Donc bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est très compliqué d'expliquer, mais je vais tout de même essayer de mon mieux. Prendra peut-être un peu de temps. Parce que je me dis, bon, peut-être tout le monde passe pas par des trucs pareils, et de nouveau, ça peut permettre de gagner du temps aux autres. Bon, par où commencer? Bien sûr, le but, c'est pas de parler précisément et en détail de ma vie privée. C'est plutôt de parler de ce que j'en retire, sans citer de nom, sans être trop précis, pour ménager tout le monde. Parce que j'ai jamais voulu m'attaquer aux gens. On a tous nos problèmes, on a tous nos hauts, nos bas. C'est pas un jugement, en fait. Moi, je m'incorpore dans la masse des humains. Moi, j'essaye de tirer des leçons et de comprendre ce qui arrive. Donc, ce que je remarque par rapport à tout ce qui se passe autour de moi, et je vous dis, c'est une série d'événements très comprimés dans le temps. J'ai un petit peu l'impression que ça a commencé mi-juin. Là, on est un peu vers la fin juillet. En un mois, j'ai un peu vécu l'équivalent de choses qu'on accumule en un an. Donc c'est quand même beaucoup. Ce que je comprends, en fait, c'est que l'être humain, les êtres humains que je croise dans diverses situations, c'est une créature extraordinaire. Extraordinaire, c'est-à-dire extraordinaire, qui sort de l'ordinari, du commun, quoi. Parce que c'est une créature, malgré les apparences qui sont souvent trompeuses, extrêmement complexe, extrêmement profonde, extrêmement imprévisible, et extrêmement aussi, ça c'est moins positif, sujette malheureusement, bien souvent, à une incompréhension de ce qui lui arrive. Alors, cette incompréhension produit des effets, produit des conséquences.
quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, quand on ne comprend pas tout en fait, nos épreuves, nos bienfaits, nos joies, nos peines, nos regrets, nos espoirs, ben, on est un peu comme ça dans une situation où on subit et où on répète les mêmes erreurs et où on répète les mêmes fausses conclusions et on tourne en rond en fait. C'est pour ça que c'est important dans la vie de, à un moment donné, se poser, enfin essayer de se poser quand on n'est pas trop bombardé de trucs, se poser et essayer vraiment de faire une introspection très profonde et de bien réfléchir en partant du postulat que Allah il n'abandonne pas le croyant, Allah ne nous donne pas des épreuves qu'on ne peut pas assumer, et donc ça veut dire, en règle générale qu'on part du bon soupçon, c'est-à-dire qu'on ne commence pas à se mettre dans une posture de victime. Et pourquoi moi? C'est tout le temps moi. Et qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pas de chance. Et j'y arrive pas. Bon, ça c'est inutile en fait. Ça, vous n'apprendrez rien en vous disant ça. Vous allez nourrir en fait une espèce de d'amertume et de ressentiment sur la vie, sur votre vie. Et ça ne produira que des choses négatives, inintéressantes, et qui vous permettront pas, qui ne vous permettront pas d'évoluer. Je répète que le but est d'évoluer. Donc pour évoluer, il faut être dans une analyse positive de la situation. Positive veut dire lucide, réaliste, honnête, en acceptant parfois l'inacceptable, en acceptant des remises en question, des autocritiques. C'est comme ça qu'on évolue. Bon, je sais que c'est un peu... bon, je me rends compte que c'est un peu compliqué ce que je raconte, mais enfin bon, il faut essayer de faire le tri. Donc, nous sommes entourés d'êtres humains, et parfois nous-mêmes, qui souffrent de phobie, de peur, d'incompréhension, et beaucoup d'entre nous, je sais que je vois vos mails, hein, donc beaucoup d'entre vous sont en fait dans une vie d'attente, de stagnation, d'immobilisme, de ce qu'on appelle en français une sorte de tétanisation. Bon, un mot un peu... Alors, et c'est quoi être tétanisé? Ça veut dire en fait qu'on est dans un espèce d'état de stupeur immobile qui fait qu'en fait on est comme paralysé et on n'ose plus rien faire, on n'ose plus rien imaginer, on n'ose plus rien rêver, on n'ose plus rien entreprendre et on est donc tétanisé. Alors évidemment c'est une situation qui n'est pas positive ni à rechercher. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on n'accomplit plus rien. Dans la vie, elle est faite pour être vécue. C'est-à-dire qu'il faut d'une façon ou d'une autre vivre des expériences. Pour que notre âme s'enrichisse, apprenne des choses et vive de nouvelles situations. Si on s'arrête de vivre parce qu'on a peur, parce que ceci, parce que cela, ben en fait, notre cercle, comment on l'appelle, je sais pas le mot, mais notre chemin d'apprentissage s'arrête et on perd du temps. Parce que le but, avant de mourir, la mort arrivera tôt ou tard, à un moment parfois qu'on ne s'attend pas, c'est d'avoir accumulé le maximum d'informations, d'expériences, afin de peaufiner notre âme, afin de nous rapprocher de notre Créateur dans une adoration profonde, sincère, lucide et totale. Et ça demande donc tout un travail sur nous-mêmes. Pourquoi? Par exemple, bon, on va commencer avec les exemples, ça va être mieux que tout ce que je raconte, c'est un peu compliqué sinon. Exemple, quand on observe des enfants, moi j'ai 3 petits garçons que j'observe beaucoup. C'est une source c'est une source d'apprentissage énorme, en fait, de regarder les enfants. Pourquoi? Je parle d'enfants qui ne sont pas encore à l'âge de raison, hein, donc qui sont en dessous des 7 ans. En fait,
on remarque comment ça, malgré les différences de caractère, on remarque en fait comment fonctionne l'âme quand elle n'est pas soumise à toute une série de pressions extérieures. C'est-à-dire la morale, les gens, le politiquement correct, la honte, la pudeur, enfin plein de choses. C'est-à-dire que l'enfant, il est comme ça brut, dans le sens que tout est transparent, l'imaginaire se mélange au réel, les sentiments se bousculent, c'est-à-dire un enfant, il passe très vite des grosses larmes, tristesse totale, à la grande joie, explosion de joie. Donc en fait, une sorte de... C'est un peu ce que j'appelle une sorte de chaos harmonique, c'est-à-dire c'est très chaotique, mais c'est harmonique, parce qu'en fait, nous, on se projette dans les enfants. On fait ça beaucoup, les adultes, on se projette dans les enfants. Oh, le pauvre, oh, ceci, ah, il a besoin de ça, ah, il a besoin de ça. En fait, on parle en notre nom. Nous, on pense qu'il a besoin de ça. Mais l'enfant, il veut peut-être tout à fait autre chose. Parce qu'il est dans une autre logique que nous. Et donc, quand on observe comme ça les enfants, on comprend que, bien sûr qu'il faut évoluer, sinon ça n'aurait pas de sens d'être un adulte avec une âme d'enfant. Mais on doit évoluer en prenant le bon côté de la maturité, et pas le mauvais. C'est-à-dire qu'il faut rester, je pense, comme les enfants, dans l'émerveillement, c'est-à-dire quand quelque chose comme ça nous émerveille ou nous fait rêver, il faut qu'on le vive intensément. Il faut qu'on soit spontané, comme un enfant peut être, très spontané, vivant en fait. Être vivant, ça veut dire vibrer. Quand on commence en fait à ne plus s'enthousiasmer pour rien, quand on ne vibre plus, quand on est un peu, quoi qu'on nous dise, quoi qu'on voit, on dit ouais, bof, ouais, mais bon, et qu'on commence à être dans le relativisme, c'est tout le mauvais côté en fait. C'est-à-dire qu'on perd cet élan vital que les enfants ont, et on devient une sorte d'âme blasée qui se refuse à rêver, à imaginer, à réagir, à avoir des émotions. Bon, alors évidemment, quand on dit ça, on ouvre une nouvelle porte. Les émotions, il faut faire attention. Parce que, pourquoi ? Même si c'est bon pour vous, en tant qu'individu isolé, d'être comme ça, il ne faut pas oublier les gens qui nous entourent. Les gens qui nous entourent, malheureusement, dans leur très écrasante majorité, ne sont pas comme ça. Ce sont des gens calculateurs, machiavéliques, pervers narcissiques, avec des pathologies mentales, des addictions, des blessures, des traumatismes. Et donc, cette espèce d'instinct naturel qu'on peut avoir, comme ça, très pur, très enfantin, peut devenir en fait une arme qui se retourne contre nous parce qu'on fait face à des gens qui ne sont pas sur la même fréquence et qui donc vont peut-être parfois utiliser cette espèce d'innocence, de pureté, afin de nous manipuler, nous mentir, nous balader, nous transporter dans leur monde, etc., etc. Bon. Alors, en fait, comment on fait en fait, ce qui est compliqué, c'est comment on évolue soi-même vers le bien, vers le mieux, vers le plus profond, le plus intense, le plus authentique, le plus pur, tout en vivant au milieu des gens qui nous entourent, qui ne sont pas comme ça. Et où ça risque d'être mal compris, mal jugé, détourné. Donc en fait, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu une arme à double tranchant. C'est bien et c'est mal et c'est bien, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, il faut poser les bons diagnostics. Quand on parle ou quand on voit son père, sa mère, son mari, sa femme, c'est sa future femme, Mukabala, etc. Il faut dans ces moments-là, en fait, être dans la lucidité absolue
pour bien cerner et savoir où on met les pieds. Parce que sinon, on est en décalage et on se retrouve dans des situations de frustration, d'incompréhension, parfois de débat qui peut virer carrément à l'affrontement, avec des paroles lourdes, parce qu'on a mal jugé la situation, et on n'a pas bien compris à qui on a affaire. Alors, j'embranche là-dessus pour arriver à une autre source d'enseignement, très riche selon moi. J'ai parlé des enfants, bon, j'expliquais un petit peu. Là, en fait, il y a la fameuse histoire des rencontres en vue de se marier, Mukabala. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, de dangereux, hein, oui, de très dangereux, mais de très intéressant. Parce qu'en fait, on est quand même dans un moment important dans la vie des gens, c'est-à-dire qu'ils décident avec qui ils vont se marier. C'est-à-dire, c'est pas une mince affaire, hein. Ça veut dire avec qui ils vont partager leur quotidien, leurs secrets, leurs épreuves, leurs nuits, leur intimité. C'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de grand. C'est pas quelque chose comme ça, à qui je vais acheter une voiture d'occasion, à tel garage, à tel garage. Mais bon, ça c'est autre chose. Là, on est dans un truc très important. Et comme c'est très important, il faut réaliser d'abord que c'est très important. Ça signifie en fait qu'il faut être dans ces moments-là, d'une lucidité et d'une espèce de froideur hors norme. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, étant donné que vous soyez une femme ou un homme, vous voulez vous marier. Donc vous êtes mobilisé par un désir. Et si la personne que vous avez en face de vous correspond, ou vous pensez qu'il ou elle correspond à ce désir, il va se créer une dynamique et une énergie, une attirance, un désir qui va vous empêcher d'être dans la froideur et l'analyse lucide de la situation. D'où les mauvais choix. Parce qu'on s'emballe, parce qu'on est pris par le physique, parce qu'on est pris par une apparence, et alors on oublie tout. Alors que en fait ça doit être l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut faire abstraction de tout ça, se faire violence, parce que c'est pas toujours facile. Il faut se faire violence pour dire, bon, moi j'oublie que cette personne m'attire, j'oublie que j'ai parlé des semaines et des semaines au téléphone avec elle, j'oublie que elle suscite en moi telle et telle réaction, j'oublie ça. Et j'écoute avec attention ce qu'elle m'écrit ou ce qu'elle me dit. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un s'exprime en vue de se marier, il va donc émettre des réflexions, des opinions, des conditions, et il faut analyser ce que ça signifie. Et pour comprendre ce que ça signifie, il faut analyser la chose avec beaucoup de recul, avec beaucoup de froideur, pour être lucide, je répète. Et qu'est-ce qu'on peut constater, ce que j'ai pu constater en fait, moi à mon petit niveau, c'est qu'en fait, les gens, si on veut simplifier, parce que c'est plus compliqué, hein, mais les gens en général, je dis bien en général, ce qui est très répétitif en fait, et donc à la fin c'est un peu lassant, mais bon, c'est qu'en fait les gens poursuivent un mythe, une illusion, qui est de je veux me marier à une personne qui me convient parce qu'il ressemble à ça, parce qu'il suscite en moi ceci, cela. Je veux me marier à quelqu'un qui me convient, tout en étant, à travers mes conditions et à travers ce que je propose en fait à l'autre, ce qui va me permettre de maintenir ma vie de célibataire dans le mariage. Et ça, c'est le point très important. Je sais que pas beaucoup de gens expliquent tout ça de cette manière-là, mais bon, d'où
D'où la nécessité de ce que je raconte, parce que si c'était déjà dit, ben c'est pas intéressant. Ça signifie quoi en paroles courtes? Ça signifie que le système dans lequel on vit, l'éducation qu'on a reçue, a énormément nourri notre ego, nos attentes, nos exigences. Et on fait l'erreur, grave erreur, de faire des choix dans lesquels on pense qu'on va souffrir le moins possible. Je répète, on fait l'erreur de se diriger vers les choix de ce qui nous semble qui va nous faire souffrir le moins possible. Et ça, c'est un très mauvais calcul. Pourquoi? Pour deux raisons. Soit la personne qui est devant vous, elle est tellement éblouie et amoureuse de vous qu'elle va dire oui à tout, sans penser que peut-être elle ne sait pas à quoi elle s'engage, elle dit oui à la légère, elle n'a pas bien réfléchi aux conséquences de son engagement dans le cadre que vous lui avez proposé, donc fiasco au bout du compte. Soit en fait, la personne n'est pas honnête, et donc quelque part, commencer une relation dans la malhonnêteté, c'est un problème. Donc, je répète, il faut bien écouter ce que la personne vous dit, ce à quoi elle tient. Par exemple, rien n'est anodin dans ce genre d'histoire, tout est important. Quand quelqu'un vous dit, par exemple, je suis très attaché à ma mère, moi je dois appeler ma mère tous les jours et je dois la visiter une fois par semaine. Il faut comprendre que ça signifie des choses de dire ça. Ça veut dire quelque chose. Il y a un sens profond qui aura des conséquences beaucoup plus importantes qu'on ne le pense. Parce qu'a priori, on dit, ah bah, sa mère, c'est bien, ouais, pourquoi pas, c'est normal, mère-fille, etc. Bon. Les gens évacuent, je vous dis, le problème, ils évacuent les choses. Parce qu'ils disent, ouais, mais bon, je veux me marier, donc tout, on dit oui, ah oui, pas grave, oui, t'as raison, ah d'accord, oh, c'est bon. Parce que on veut vite avancer vers le but, qui est de se retrouver marié avec une personne qu'on désire. Et donc, on n'écoute pas, on n'analyse pas, et on survole, et on dit vite oui à tout. T'as des gens aussi qui veulent transporter leur phobie dans leurs conditions de mariage. Parfois des trucs très étranges, hein, très étranges. J'en ai parlé dans la vidéo Red Flag, mais les gens qui vous disent je tiens énormément à toi, je veux absolument me marier avec toi, je pense que tu es l'homme de ma vie, mais tel détail, si je dois le subir, j'annule. Subhanallah. Là aussi, il faut réfléchir à ça. Parce que ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que sa phobie, sur un détail, a plus de poids que tout ce que la personne a dit, qu'elle voyait de bien en vous, qu'elle aimait, qu'elle était attirée. Donc en fait, il faut réfléchir. Ça veut dire quoi en fait? Pour ce détail-là, cette personne est prête à remettre toute son attirance et tout ce qu'elle a investi dans cette relation pour ce détail. Ça veut dire que pour elle, c'est pas un détail. Ça veut dire que si cette histoire se présente dans le mariage, ça aura des conséquences graves. Ou elle pense que ça aura des conséquences graves. Mais en attendant, ça l'est pour le moment. Et donc, il faut écouter attentivement et se dire, cette phobie, ce détail, est-ce que moi je suis prêt à l'accepter? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, sur ce sujet, on vit une drôle d'époque. Je vais vous dire pourquoi. On est à une époque où, de nouveau, je parle en tant qu'homme, c'est dans les deux sens, bien entendu, hein, on se comprend. On vit une époque, en fait, où tout est inversé. C'est-à-dire que on va vous demander d'accepter des conditions non islamiques, donc des caprices, en fait, oui, des choses qui ne sont pas légiférées, tout en refusant
vos conditions islamiques. Subhanallah. Donc ça veut dire en fait que les passions gouvernent, les phobies gouvernent, les peurs gouvernent, les obsessions gouvernent, et plus la religion. Et là on en revient à la question de épouser un homme pieux, épouser une femme pieuse. Et ça rejoint ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut être pieux? Regardez le raisonnement qu'il y a derrière ça. Est-ce qu'on peut être pieux? Et quand moi je dis pieux, ça ne veut pas dire niqab, prière à l'heure, c'est pas ça pieux, pour moi. Pieux, en fait, c'est de savoir, est-ce que la législation divine, et tout ce que ça comporte, l'emporte sur mon moi ou pas? Ou mon moi, bien sûr, je ne vais pas le présenter comme ça. Je vais dire, ah mais j'ai le droit dans le mariage d'avoir des conditions, c'est comme ça en islam, Et j'ai aussi le droit de refuser des conditions islamiques, et j'ai le droit de donner des conditions non islamiques. Et si tu n'es pas d'accord, tu es un intolérant, tu es un obscurantiste, tu es un machiste, blablabla. Comme j'ai envie de le dire, quand on est dans des rapports entre créatures, à partir du moment où il y en a un qui commence à s'ériger en pharaon, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que malgré les apparences, la personne est tellement convaincue qu'elle a le droit de s'ériger en pharaon que sans qu'elle s'en rende compte, elle est occupée à vous dire indirectement, ton Dieu, ce n'est pas Allah, créateur du ciel et de l'univers, ton Dieu, c'est moi. Si tu me veux, ça sera moi. Et donc, ça va passer par des trucs du genre, moi je suis habitué à vivre seul, j'aimerais un statut de coépouse et ne voir mon mari que 2 jours par semaine. Moi je décrète ça. Ou, moi j'ai l'habitude de voyager seul, d'aller et de venir pour aller à des conférences, des associations, des trucs humanitaires, etc. Moi, les hadiths et les fatwas qui disent que la femme ne peut pas voyager sans mahram, bah moi, ça je prends pas, quoi. Moi, non, bah non, pas pour moi, quoi. Parlons même pas de la question de la polygamie, parce que bon, ça, c'est vraiment... C'est pour ça que moi j'aime pas parler de ça, parce que c'est tellement déplacé par rapport à notre niveau, vous voyez, c'est ça, parler de ça, c'est comme si tu dis le cuir d'une Rolls, c'est en peau de bête ou en peau de synthétique ou en nappa, alors que tu as le budget d'une Clio. Enfin, ça n'a pas de sens, tu perds ton temps, tu parles d'un truc complètement en décalage complet avec ta situation mentale, religieuse, économique. Donc, bon, voilà, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi j'exclus tout ça, parce que c'est tellement, tellement en décalage que c'est un non-sens, en fait. Donc je veux dire, à un moment donné, les gens, dans le cadre d'un mariage, ils vont commencer à vous exiger ou refuser des choses qui ne sont pas légiférées. Et ils ne vont pas accepter des conditions ou des demandes légiférées. Ah, il faut se poser des questions, quand même. Un autre exemple. À ma connaissance, je peux me tromper, mais à ma connaissance, vous ne trouverez aucun savant de n'importe quelle tendance qui va vous dire que si une femme a des enfants avec un homme, qu'elle divorce, une fois que ces enfants ont l'âge de raison, au-dessus de l'âge de raison, donc 8, 9, 10, 11, 12 ans, que les enfants peuvent rester avec la mère si elle se remarie, alors qu'ils ont un père pieux, correct, équilibré, enfin, il n'est pas un violeur ou je sais pas quoi, un type qui les tabasse, ou bon, soit, on se comprend. À ma connaissance, vous ne trouverez pas une fatwa qui dit autre chose que ça, en fait. Si une femme se remarie et qu'elle a les enfants d'un autre homme,
et que cet homme n'est pas un toxicomane, un pédophile, je sais pas quoi, un mécréant, apostat et compagnie, vous devez lui remettre les enfants parce que votre nouveau mari n'a pas à supporter la charge des enfants d'un autre, pardon, et votre ex-mari n'a pas à subir le fait que ses enfants soient éduqués par un autre homme, alors que lui est un homme pieux et qu'il est le père biologique des enfants. C'est très logique, évidemment, tout ça. Hein. Et donc l'islam considère qu'avant l'âge de raison, l'enfant a beaucoup besoin de sa mère, et qu'au-delà, si elle se remarie, mais même si elle ne se remarie pas, il faut écouter les besoins et les désirs de l'enfant, s'il veut aller avec le père ou quoi. Mais après l'âge de raison, c'est quasiment une obligation. Bon. Et vous allez trouver donc des gens, maintenant, de nos jours, qui eux viennent avec leur cortège de conditions, et quand vous leur dites ça, ils disent non, 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 moi je garde mes enfants avec moi. Voilà. Donc, c'est ça que moi j'essaie toujours d'expliquer aux gens qui ne sont pas dans la religion ou quoi. Si on n'a pas une feuille de route, si on n'a pas une structure claire sur la gestion de ce genre d'histoire, en fait, chacun peut venir avec sa soupe personnelle et commencer à en faire une religion indiscutable. Et puis toi, en fait, qui est aux abois, qui va absolument te marier pour x, y raison, tu vas te mettre à accepter des trucs comme ça. Oui, oui, d'accord, oui, d'accord, oui, d'accord. Puis alors après, ça continue, parce que les gens voient que ça marche, donc ils continuent. Bon, alors il faudra que tu m'aides à payer pour réaliser tel et tel projet que j'ai. Puis il faudra que tu déménages, parce que là où tu habites, j'aime pas l'endroit, j'ai une copine que j'aime pas qui habite 2 rues plus loin, dans la maison où tu es, il y a eu des trucs qui se sont passés, puisqu'il y a eu ton ex-femme. Enfin bref, on rajoute. Puis on va te dire, ah, les 2 chats que tu as chez toi, tes enfants les aiment beaucoup. Moi, en fait, je veux pas de chats chez moi. Je veux pas de poils et trous l'hygiène. Il faudra les donner ou les abandonner. Et ainsi, et ça continue, en fait, oui. Ça continue, de bombardement de conditions. Et dans le même temps, je répète, les conditions légiférées que toi tu donnes sont refusées. Ah non, non, ça pas. Ah non, ça pas. Ah non, ça je peux pas. Ah non, ça c'est pas pour moi. Donc en fait, à un moment donné, il faut réfléchir. C'est important. Il faut dire, attends, mais là, je m'embarque dans quoi, en fait? Je m'embarque dans un truc où je vais beaucoup me sacrifier. Je vais devoir accepter des choses où, islamiquement, je ne suis pas convaincu, sous prétexte que j'aime la personne ou elle m'attire. Et en retour, en fait, j'ai quoi? J'ai une série de remontrances, j'ai une série de conditions, j'ai une série d'épées de Damoclès qui me pendent au-dessus de la tête, qu'au cas où je fais pas si je déménage pas, si je fais pas ci, si je fais pas ça, ça va être la bouderie, ça va être le divorce. Enfin, il faut pas être, comme je dis souvent, il faut pas être Einstein pour comprendre qu'on est occupé à s'embarquer dans une histoire très dangereuse. Terrain miné, quoi. Terrain miné. C'est comme les sœurs qui... Enfin, moi, je tombe des nues, hein, parce que, bon, moi, je suis très naïf, enfin, je suis très... sans doute. Hein. Les sœurs qui disent, il y a de plus en plus d'hommes qui exigent, des hommes, qui exigent que leur femme aille travailler, enlève le voile, afin d'aider à payer le crédit du pavillon. Subhanallah. Et tous ces gens parlent d'islam, de machin, on est pieux. Je sais pas quoi... Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pas la question de « il vaut mieux être seul que mal accompagné », c'est la question de tant qu'on voit qu'un profil n'est pas en symétrie avec ce qu'Allah nous permet, nous interdit, il n'y a pas besoin de faire salat istikhara pour savoir que c'est une mauvaise piste, que c'est une piste, une impasse, à l'avance. Même s'il est beau, même s'il est riche, même s'il m'a promis ceci, cela,
Parce que cette histoire, tôt ou tard, reviendra au devant de la scène et sera la bombe atomique, quoi. Et avec des drames et des enfants, des machins, des gardes, des pensions. Enfin, pff. Donc, vous comprenez bien avec tout ce que je raconte que on a affaire à une histoire très délicate qui demande, puisqu'à notre époque, de nouveau, on est dans une époque fiqh el-waqi, jurisprudence du contexte, on est dans une époque où les gens, il n'y a plus de témoignages en fait. Il n'y a plus de témoignages. On est à une époque aussi où, pour une raison ou une autre, la plupart des walis sont expédiés, sont liquidés. Il y a toujours une bonne raison. Hein. Ah, mon père ne prie pas. Ah, mon père vit dans une autre époque, il veut absolument que je me marie à quelqu'un du village. Ah, enfin, mon père ceci, mon père cela. Alors, ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire? En général, sauf exception. Parce que c'est vrai qu'il y a un problème il y a on ne peut pas le nier, hein. Il y a un problème grave de légitimité chez beaucoup de walis. Bon, ça aussi, il faut se poser la question. Est-ce que euh, c'est sain de m'engager avec quelqu'un dans une espèce de clandestinité? Parce que la clandestinité, ça peut sembler sympa, parce que Shaitan, il embellit. C'est-à-dire, on dit, bon, toute sa famille est égarée, ça prie pas, tout le monde fornique, tout le monde fait riba et compagnie. Mais en fait, pourquoi ma future femme, elle cherche pas plus assidûment à trouver quelqu'un dans sa famille? Un oncle, un cousin, un frère à qui on parle et on dit, écoute, c'est important pour moi, même si t'es pas pratiquant, j'aimerais que quand même tu me représentes, t'es mon frère. Bon, pourquoi en fait il y a de plus en plus de femmes qui veulent pas de wali, qui demandent qu'on en trouve un, et des témoins à la limite, les gens qui passent dans la rue, enfin bon bref. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le côté sombre de l'histoire. C'est pas tellement le problème que sa famille sont égarés, ça c'est le paravent. Hein. Le fond du truc c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, comme on est dans la culture du moi, et dans la peur, et dans les phobies, qui dominent tout le reste, soi-disant, Inch'Allah, Allahu Alem, Qadar Allah, ça c'est faux. En vérité, les gens sont pleins de peur, de phobie, de calcul, d'anticipation, et donc, ne pas avoir trop de publicité autour de son mariage, ça peut être utile. Pourquoi? Parce que si pour une raison ou une autre, on veut se défaire de ce mariage, vite fait, bien fait, c'est beaucoup plus facile si personne n'est au courant. Pas de justification, pas de drame, pas de scandale. Un texto, un message, youpla boum, affaire classée. Je veux dire, nous les hommes, on peut trouver ça sympa à prime abord. Ah mais sa famille est égarée, bon on va trouver un tuteur, on va se marier. Puis... Mais pensez au piège. Si cette femme n'est pas sérieuse, si elle est changeante, si elle est peureuse, si elle est calculatrice, et qu'il y a un truc qui lui convient pas, ou elle a un waswas, une phobie, un truc, elle peut se sortir de là sans aucune égratignure. Et vous vous retrouvez là, bête, en disant, mais il y a des règles, ma sœur, on peut pas divorcer comme ça. La femme qui ne divorce sans bonne raison ne sentira pas l'odeur du paradis, blablabli, blablabla, et l'autre s'en fout en fait. Bla, ouais, d'accord, ouais, c'est possible. J'ai des bonnes raisons. Ah voilà. Point. J'ai des bonnes raisons. Voilà. À toi de cogiter là-dessus, tu vois. Donc c'est pour ça l'islam et les règles islamiques, c'est bien fait en fait. C'est bien fait. Parce que finalement, qu'est-ce qui peut vous rassurer sur le fait que quelqu'un, regardez le raisonnement comme c'est logique,
Qu'est-ce qui peut vous rassurer que quelqu'un est vraiment... Moi, j'aime pas le mot parce que c'est pas ça le mot, mais on dit amoureuse, mais bon, c'est pas le bon mot. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut vous prouver que quelqu'un tient vraiment à vous pour plein d'autres raisons, etc. Bon, dont l'attirance, dont ceci, dont cela. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut vraiment prouver ça? Il faut réfléchir à la question. Comment je peux m'assurer que ma future femme, elle tient vraiment à moi et qu'elle est dans un engagement fort qui va faire qu'on va surpasser les hauts, les bas, les épreuves, qu'on sera dans la lutte à deux pour y arriver. Qu'est-ce qui peut me rassurer? Et si vous réfléchissez bien, vous allez vous rendre compte que la femme qui est prête à faire savoir à la terre entière qu'elle est votre femme, elle prend un engagement, parce que si ça va mal, c'est quand même quelque chose qui a été très connu, très propagé parmi ses proches. Donc ils vont intervenir. Ma fille, attention, qu'est-ce qu'il y a? Doucement, on ne demande pas le divorce comme ça, on fait des médiations, ramène ton mari, on va discuter. Bon, on va voir, je vais entendre son point de vue, qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce que peut-être, même si tu es ma fille, ben peut-être que c'est toi qui es injuste, je ne sais pas. Voilà, on met tout ça en route. Donc ça veut dire que la personne prend un risque à s'engager publiquement. Vous comprenez? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la personne qui est prête à vous épouser sans vous dépouiller. C'est-à-dire, personne dit, bon, moi j'ai envie de me marier à cet homme, et je veux le faire savoir à un maximum de gens, parce que j'en ai pas honte, et parce que j'assume, et parce que j'ai convaincu ma famille qu'il était l'homme de ma vie, avec des arguments, j'ai lutté pour ça. Je ne vais pas le dépouiller. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que mon futur mari fasse riba pour me satisfaire, mes fêtes, mes robes, mes dots, mes trucs, mes machins, etc. J'ai pas envie d'épuiser toute son épargne. On en aura besoin pour acheter nos meubles, pour commencer dans la vie, etc. J'ai pas envie de faire sentir que je suis une femme vénale, qui suis là pour l'argent et pour le dépouiller, et tout le monde sait qu'après, même si je demande mon rôle, je rendrai jamais les dots, parce que l'homme, dans son côté chevalier, va jamais dire rends-moi les bijoux, rends-moi la parure, on va dire laisse tomber, garde-les. Bon, voilà. Parce que l'homme, il n'est pas en général mesquin. Donc en fait, une femme qui vous veut vraiment et qui est convaincue que vous êtes un type bien, elle va faire toute une série de démarches en fait, dans lesquelles elle va essayer d'impliquer ses proches, elle va essayer de limiter au maximum les astreintes, les contraintes, pour pas que vous deviez modifier toute votre vie. Oui, il faudra que dorénavant, quand tu vas chercher tes enfants, tu me préviennes parce que je veux savoir que tu es prête chez ton ex. Pff, bon, enfin, etc. Hein, et puis tout le reste, ça suit, quoi. Tout est de ce genre-là, en fait. Et je ne veux pas, dans les 2 premières années, tomber enceinte parce que ceci. Et puis vous vous retrouvez avec un cahier entier de conditions, de trucs tordus. Ça, c'est des gens, je suis désolé, hein, ça, c'est des gens qui ne veulent pas vraiment se marier. C'est des gens qui veulent bien se marier si vous rentrez dans leur passion personnelle et que, moyennant le minimum de sacrifices possible, bah, ils puissent accomplir ce qu'ils veulent accomplir dans leur vie. Et le mariage, c'est des compromis. Parce que fatalement, on est différents, etc. D'où, s'il y a trop de compromis, peut-être la personne n'est pas faite pour vous. Vous allez devoir trop changer vos habitudes. Trop changer des objectifs que vous êtes fixés. Donc ça aussi, moi je pense que quand il y a beaucoup de conditions, très compliquées, comme ça, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Parce que ça veut dire en fait que, je répète, la personne veut se lancer dans cette aventure en protégeant ses arrières et en se disant j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de faire des sacrifices, j'ai pas envie de subir. Donc en fait, je veux bien me marier à ce type qui me plaît si ça m'en coûte pas trop.
Et là, on est dans autre chose. On est dans un autre paradigme. Donc c'est pour ça qu'on dit en islam, tout a un sens, hein, au final, tout est très logique. C'est ça qui est magnifique dans l'islam, c'est que quand on est au bout du bout du bout du bout de toutes les pistes, de toutes les expériences, on dit ah oui, je comprends ce verset, ah oui, je comprends ce hadith. Parce qu'en fait, ça répond au truc, ça répond à la problématique. Le wali, tout le monde sait qu'en islam, il n'y a pas de mariage sans wali. Pourquoi? Ben parce que sans doute pour tout ce que j'ai expliqué. Il n'y a pas de mariage sans dot. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme fasse un sacrifice pour montrer à la femme t'es pas, comment on dit, t'es pas une fille que je prends à la légère, suivant mon budget. Parce que, bon, évidemment, 500 € pour un pauvre, c'est pas quelque chose, c'est pas la même chose que 500 € pour un riche. Vous comprenez? Tout était une question de mesure. Moi, je vois des vidéos là, avec un type qui aide des SDF et tout. Quand il leur donne 500 $, le gars, il est prêt à se prosterner sur la rue. D'autres gens, vous leur donnez 500. Ah ouais, bon, c'est pas assez pour un iPhone, bon. Enfin, merci quand même, hein, ça me permettra de commencer à économiser pour mon iPhone. Donc ça dépend dans quelle dimension vous êtes. Là aussi, faut avoir raison garder. Enfin, chaque sujet demanderait toute une explication. Bon. Donc, quand en islam on dit le meilleur des mariages, c'est les mariages modestes, où tout est facilité, où on invite beaucoup de pauvres à venir manger, où la famille est prévenue, est présente, le wali, etc. C'est parce que c'est logique, parce qu'en fait, tout ça, ça va dans le sens d'un mariage bien heureux, où les gens sont sincères, sont équilibrés, veulent le bien de l'autre, et ne veulent pas, à un moment donné, l'étouffer sous ces demandes plus tordues les unes que les autres, comme on entend aujourd'hui de manière plus que fréquente, quoi. Moi, il faut ci, il faut ça, il faut autant d'invités, il faut que machin, il faut que tu n'invites pas un tel parce que ça, et puis il faudra qu'on aille là-bas en voyage de noces, et truc, et il faudra que tu mettes tes enfants chez une babysitter, truc, ou chez une inconnue pour qu'on puisse, bon, c'est-à-dire on arrive avec une espèce de monument comme ça, ultra compliqué, d'exigences. Mais évidemment, la personne qui a fait de ces exigences une divinité, elle trouve ça tout à fait normal. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est mes conditions. Quoi est le problème? On a le droit d'avoir des conditions en islam. Quoi? Tu veux empêcher qu'on ait des conditions? Donc tu te retrouves au banc des accusés en plus, tu vois. Enfin, c'est le délire. Mais bon, le problème, c'est que faut être honnête, entre les mythomanes, les bipolaires, les nymphomanes, les vénales, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Les gens sont tellement désespérés de passer d'une folie à l'autre que quand ils rencontrent quelqu'un d'un peu moins fou, d'un peu moins... Imaginez-vous, je vous prends un exemple, imaginez-vous, vous êtes une femme, et vous êtes dans des trucs de rencontre, je sais pas quoi, et vous tombez 3-4 fois de suite sur un type qui vous dit moi, j'ai le projet d'acheter un pavillon, ma femme, elle doit travailler, bon, si elle a le hijab, bah, tant mieux pour toi, mais s'il n'y a pas, il faut l'enlever, il faut travailler, parce que, voilà, moi c'est ma condition, ma mère, elle a dit que je dois acheter une maison, donc voilà quoi. Donc, imaginez-vous, vous tombez sur 3-4 types plus ou moins comme ça, avec des petites variantes, bon. Quand vous tombez sur un qui vous dit ah non, moi ma femme elle reste à la maison, c'est moi qui m'occupe de tout, etc. T'es complètement sous le choc. Tu dis ah enfin un type normal. Et puis t'écoutes plus tout le reste qu'il te dit en fait. Oui, moi je voyage 3 semaines par mois. Comme je voyage, ben j'ai une épouse à l'étranger. Mais tu ne manqueras de rien. Je paye le loyer, des trucs. Tu auras de la carte bleue.
Ah oui, 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 mais enfin un type qui veut pas que je travaille. Donc en fait, t'entends pas tout le reste. Donc c'est pour ça que je dis lucidité, froideur, parce qu'il faut bien écouter. Ah oui, ça c'est sympa, mais c'est quoi la suite en fait? C'est quoi le... C'est où le piège? Il arrive où dans l'histoire? Bon, enfin, tout ça pour dire. C'est long, mais tant pis, je continue, parce que sinon, à chaque fois, je me bride, c'est fatigant. Euh, tout ça pour dire que notre aventure humaine, pour qu'elle soit intéressante, et qu'on arrête de souffrir, et qu'on arrête de faire des mauvais choix, et qu'on arrête de s'embarquer dans des histoires compliquées, et qu'on arrête de perdre une énergie. Moi personnellement, hein, je vous dis la vérité, franchement, quoi. Quand je calcule et que je regarde en arrière, toute l'énergie que j'ai perdue avec des gens incohérents, mauvaise fréquentation, qui parlent pour ne rien dire, qui aiment le débat pour le débat, mais qui en fait savent pas vraiment de quoi on parle. Je me dis, c'est terrible en fait, quelle catastrophe. Moi je le vis comme une catastrophe personnelle. Le temps que j'ai perdu dans des futilités. C'est terrible, terrible, terrible. Et ça, vous les jeunes, c'est pas trop tard. Attention, attention, les gens qui vous prennent la tête, qui sont compliqués, qui vous amènent dans des histoires qui n'ont jamais de fin ni de début, où plus vous expliquez, moins on vous comprend, plus on vous prend pour un fou, plus on vous prend pour ce que vous n'êtes pas, et vous devez expliquer que vous ne l'êtes pas, et le prouver. Vous allez vous vider l'âme, vider le cœur, perdre du temps. Et c'est tellement précieux, en fait. Tellement, tellement précieux. C'est pour ça que dans la vie, il faut des objectifs. Et il faut dire, moi par exemple, je trouve le profil parfait. C'est tout ce que j'ai pas fait, mais c'est pas grave. Le profil parfait, c'est quoi? C'est un jeune qui dit, bon, voilà, moi je suis revenu à l'islam ou je me suis converti. Je vais apprendre ma religion, parce que c'est quand même le plus important dans ma vie, l'enfer, le paradis, etc. Je vais apprendre ma religion, je vais apprendre l'arabe, je vais aller dans les meilleurs endroits possibles pour ça. Qu'Allah me facilite le célibat. Je vais être occupé, donc je ne penserai pas trop. Et, et, si Allah me permet, durant cette démarche, de lancer un business, de trouver une femme qui me correspond, qui est facilitante, qui est légère, qui est flexible, qui est... en gros, qui est agréable, parce que finalement, tout ça, ça rend quelqu'un agréable. Pas trop exigeante, pas trop compliquée, qui sait communiquer, qui sait pacifier, qui fait pas un drame de tout. C'est c'est c'est- 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 c'est facilitant, quoi. C'est agréable. Donc, si Allah il met sur ma route quelqu'un qui a ce profil-là, ou en partie, ou voilà, ben d'accord, j'accepte, je fais, etc. Mais il faut un target, il faut un objectif. Il faut un objectif. Si tu es là comme ça, comme beaucoup d'entre nous en fait, je me bats dans ma famille pour expliquer que l'islam, ça dit ça, mais pas ça, que la culture chez nous, machin. Et je fais des débats, et on se dispute, et on me traite de wahhabite, et puis on me dit casse-toi, sale taliban, machin. Puis je passe à des mukabalas, des femmes, oui, mais truc, en fait, le niqab, parce que chose, mais le jour où je serai marié, je vais ça. Mais il faudrait que ma mère, parce que mon père, il faut pas qu'il sache, parce que sinon, on en a... Tout ça, ça va vous tourmenter, ça va vous dévier, ça va vous faire perdre du temps, et ça va vous mener vers des situations, surtout quand on parle mariage, où vous ne savez même pas où ça va se terminer, en termes de tout, de temps, d'argent, parfois de sécurité. Des fois, je vais appeler mes frères, et je vais leur dire, et ils vont te tabasser, et machin, et les avocats, je vais dire que tu chipotes les enfants dans la douche. Tu rentres dans des histoires folles, en fait, tu vois. Parce qu'il faut comprendre, on est dans un monde peuplé de gens
qui sont d'une manière ou d'une autre plus ou moins toxiques. Parce qu'ils transportent ça avec eux, et ils transportent leur nefs, et leur passion, et tout leur vécu. Faut faire attention. C'est comme quand, enfin, des fois, peut-être, ça peut paraître injuste, mais vous savez, franchement, vous rencontrez comme ça un homme très gentil, machin, etc. Mais il est fraîchement divorcé d'une femme avec qui il a eu 4, 5, 6, 7 enfants. Et cette femme, elle a une sorte d'emprise sur lui, parce que truc, tes enfants, ils te demandent, ils pleurent, machin, papa. Et toi, tu es là avec cet homme, tu vas droit dans la folie, en fait. Parce que c'est-à-dire, il faut être lucide sur la situation. Oui, il est gentil. Oui, il a l'air religieux, etc. Mais il n'y a pas que ça. Qui y a autour de lui? Qui a une influence sur lui? Sa mère, son ex, son truc. Est-ce que je vais supporter ça? Vous voyez, le monde, c'est compliqué. C'est compliqué, sauf pour les gens qui savent très bien ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas. Et moi, je donne raison, au bout de mon expérience de vie, aux frères, en fait, qui sont très carrés, en fait. Très, très carrés. Ma sœur, tu es très mignonne. Merci, je suis très honoré que tu t'adresses à moi, que tu veux te marier avec moi. Mais en fait, bon, c'est quoi que tu me proposes? Parce que moi, ici, enfin, je l'ai dit dans Twitter, moi, je suis plein de mails, hein. Plein de mails. Toutes des histoires rocambolesques. J'ai rien de clair, en fait. T'as personne qui arrive et qui est claire, cash, nette et précise. Voilà. J'habite tel endroit, j'ai tel âge, je suis prête à assumer qui tu es auprès de ma famille afin qu'ils acceptent que je t'épouse. Je demande, j'ai telle et telle condition. Parle-moi de tes conditions pour voir si je peux les accepter. Si oui, moi je suis pas là pour te compliquer la vie. Ce que je demande, c'est en fait un homme juste, droit, bon, honnête, profond, qui me prenne en charge, qui me loge chez lui, qui m'intègre à sa vie. Et moi, je ferai le mieux que je peux pour l'aider, le supporter, l'assister avec ses enfants, l'assister dans son quotidien. Un truc comme ça, simple, clair. Et en fait, ça n'existe pratiquement plus, en fait. On a tous des gens qui te font des sous-entendus, qui d'abord te racontent tout leur malheur, avec leur mari, leurs trucs, dans leur famille. Et on voulait pas que je porte le voile, donc j'ai dû partir dans un foyer. Puis dans le foyer, j'ai rencontré un truc. Là, j'ai fait zina, mais en fait, après, je me suis repenti. Et quand je me suis repenti, j'ai trouvé encore pire avec les barbus qui m'ont fait ci. T'es déjà fatigué avant de commencer, en fait. C'est pas méchant, hein, ce que je dis. Je dis pas que c'est des mauvaises personnes, hein. Je dis juste que moi, je fais le constat que les gens qui vont vers les choses simples, ben, ils ont des vies simples. Et donc, ils avancent. Parce qu'ils sont légers, en fait. Ils sont légers. Pourquoi les gens, en fait, s'apesantissent ici, quand on parle de hijra, etc. Parce que les gens, ils sont dans des complications. Problème d'argent, problème de couple, problème de divorce, problème de mariage, etc., etc. Dans la vie, la légèreté, la facilité, ça permet de beaucoup de choses. Ça permet d'avoir un bon sommeil, ça permet d'être serein, ça permet d'arriver à penser avec des idées claires. Comment voulez-vous penser clairement quand vous êtes encerclé de problèmes? C'est difficile. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. On absorbe. Moi j'ai envie, hein, je ne sais pas s'il y en a qui réussissent, tant mieux, mais moi j'ai envie en fait des frères. Ils ont leur ex au téléphone, ça gueule, ça insulte, machin, etc. Puis avec leur femme, qu'est-ce que t'as dit à ton ex? J'ai entendu que t'étais gentil, tu l'aimes toujours. Mais non, c'est pas ça, c'est parce que je voulais voir mes enfants, donc j'ai pas voulu l'offenser. Ouais, c'est ça. Et qu'après, ils vont le cœur léger à la mosquée, Allahu Akbar, ils prient, ils se concentrent. C'est bien. Enfin, chapeau, quoi. Moi, personnellement, j'arrive pas. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai besoin de calme, comment on dit, d'un minimum d'apaisement pour pouvoir construire ma relation avec Allah.
Sinon, je suis comme une feuille dans le vent, comme un espèce de punching ball qui se fait tabasser par tous les boxeurs qui viennent s'entraîner sur moi. Et à la fin, tu es démoli, et tu sais même plus comment tu t'appelles. Voilà. Après, il y a des gens qui sont habitués, hein, ils encaissent, ils sont là. J'imagine les frères, 4 femmes et 8, 9 enfants, ils sont là, ils vont un truc, ils passent d'un problème à l'autre. Enfin, c'est bien, hein, mais à un moment donné, au contact de la réalité, tu te dis, la simplicité, la facilité, la douceur, la communication, ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix. C'est, c'est tellement important pour le reste de nos vies. Et donc, euh, pour quand même conclure, il faut bien conclure, euh, si je reviens à ce que j'ai dit plus tôt, dans ce fameux tremplin que sont les Muqabala pour se marier, essayez quand même un minimum, même si vous êtes désespéré, bon, essayez un minimum de vous projeter sur l'avenir en écoutant ce que la personne vous dit, en voyant sa façon de réagir quand elle a une attente inassouvie. Quand vous dites simplement, écoute ma sœur, parmi ta dizaine de conditions, il y en a 2 pour moi, c'est pas possible. Je m'excuse, vraiment avec la meilleure volonté du monde, ça je sais que je pourrais pas. Tu vois? C'est important parce que si par faiblesse tu dis oui, et qu'après, quand les feux de l'amour et de la passion sont un peu passés, arrivent ces conditions, elles sont mises en application, et que tu souffres, c'est trop tard. Il y a eu les fêtes, il y a eu les dots, il y a eu les promesses, t'as accepté, t'es embarqué en fait. Et tu souffres. Et comme tu souffres, et que l'autre dit, ben c'était dans mes conditions, hein, t'as accepté, hein, ben tu te retrouves, voilà, vers le chemin de la frustration, puis va arriver le cortège de trucs qu'on connaît, je voudrais une deuxième épouse, je voudrais divorcer, et t'es parti en fait. Donc il faut penser avant, est-ce que je vais être frustré? Est-ce que je vais, puisque 99,99% des mariages sont monogames, est-ce que je vais arriver à trouver un semblant d'apaisement avec cette personne à moyen long terme? Si déjà, avant de se marier sur des bêtises, des histoires d'invités, de je sais pas quoi, vous vous disputez, trucs, et surtout, quand tu viens avec des arguments islamiques, ouais mais non, ça non, ça c'est pas, moi ça je peux pas, désolé. Par contre, toi tu dois pouvoir accepter mes conditions non islamiques, pour mon nefs. Je vous dis, ça c'est... Il faut comprendre ce que ça signifie. Ça signifie des choses très très importantes au niveau de la conception de la religion de la personne. Parce qu'il faut savoir que, oui, on a tous des choses qui nous plaisent pas, ou qui nous font, comment je vais dire, qui nous dérangent. On peut exprimer, mais parfois t'as pas d'autre choix que de le vivre. Je prends un exemple, comme ça, qui me vient au hasard. Tu épouses une femme et elle te dit, ah, tu veux épouser une femme et elle te dit, oui, oui, mes enfants, comme ils ont 9 et 10 ans, je vais les confier à leur père, qui est un homme très bien dans la religion, mais ça n'a pas été entre nous pour d'autres raisons. Et oui, je vais les confier à leur père, et moi je les verrai pendant les vacances, les week-ends, etc. Et toi tu dis, bon, dans ce cas j'accepte parce que les enfants, ils sont chez le père, etc., etc. Bon. Et toi, en fait, tu voulais pas des enfants à la maison. Pourquoi? Parce que tu as une certaine phobie. Tu as une certaine phobie qui consiste à dire, si je sais qu'un enfant, mâle, garçon, dort dans la chambre d'à côté, et que j'ai peur qu'il m'entende avec ma femme quand nous avons des ébats amoureux, ça va me bloquer. Je pourrais pas. Je vais être gêné. Et donc, je veux pas que le fils soit à la maison.
Bon, si tu as cette phobie, je dis pas que c'est bien ou mal, je dis bon, c'est une phobie. Euh, et que tu te dis, oui, je peux me marier à cette femme parce qu'elle va confier les enfants. Il va se passer quoi quand après 4 ans de mariage, peut-être l'ex-mari s'est marié à une femme, il est parti à l'étranger, ou il est mort, ou il est dans le coma à l'hôpital, et que les enfants vont arriver, et là ils n'auront plus 9, 10 ans, ils en auront 13, 14, ils vont arriver chez toi, et vont être dans la chambre juste à côté. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire si cette phobie gouverne ta vie, est très importante? Tu vas faire quoi? Et voilà. Tu vas faire quoi si tu dis à un homme, oui, tu habites dans une ferme ou à la campagne, tu as un chien de garde qui garde la maison, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de vols, et des renards, il y a des machins, etc. Moi, en fait, je veux pas, je suis allergique aux animaux, machin, etc. Comme c'est le cas de beaucoup de gens. Et alors, bon, tes enfants, ils ont vu ce chien depuis petit à la maison, ils se sont attachés, etc. Ils vont penser quoi? Vous croyez les enfants, si tu te débarrasses d'un chien qui est là depuis 2, 3, 4 ans, qu'ils connaissent, qu'ils ont vécu toute leur enfance avec, et ils vont faire le lien, ils vont dire, attends, il y a une nouvelle femme qui arrive, et papa, il liquide le chien, il le donne à des gens, il va se passer quoi en fait? Ils vont haïr cette femme. Ils vont dire, mais elle vient bousculer toute notre vie, elle vient nous enlever une créature auquel on était attaché, c'était un ami de la famille. Donc, enfin, c'est trop compliqué à expliquer, mais parce que ça va deep dans les psychologies humaines, tout ça, mais euh, je suis désolé de le dire, mais je vois pas d'autre façon de le dire. Les gens trop phobiques, hommes, femmes, trucs, n'importe quoi. Malheureusement, c'est des gens difficiles à marier. C'est comme ça. Parce que dans la vie, parfois, tu dois affronter des trucs, en fait. Tu dois affronter des trucs. Pensez à la vie des gens à Gaza. Imaginez-vous s'ils ont des phobies comme ça. Les morts, l'odeur, les tentes, la chaleur, le froid, entourés de gens estropiés. Tu fais comment si tu as des phobies? Comment tu fais en fait? Tu deviens fou. Il faut comprendre que la vie, il faut s'adapter aux situations. Il faut être flexible. Il faut prendre sur soi. Il faut composer. Il faut trouver des techniques. Exemple, toujours un exemple. Euh, L'histoire du celui qui a la phobie, qui a un enfant à côté, qui l'entend, tout ça. Alors admettons, le père a disparu, le père est mort, les enfants reviennent chez la femme. Qu'est-ce que tu vas faire? Divorcer? Ne plus coucher avec ta femme? Non. Tu vas t'adapter. Et qu'est-ce que ça veut dire t'adapter? Ben, ça veut dire que pour être à l'aise avec ta femme, tu vas inscrire les enfants à des activités sportives, à des activités parascolaires. Tu vas les laisser aller dormir chez un ami. Et t'attendras ces moments-là pour te retrouver avec ta femme. Et la vie continue. Vous voyez? C'est ça la vie en fait. Et si dans la vie tu es comme ça, plein de murailles, plein de traumas, plein d'exigences, plein de... Je sais pas quoi, moi... si ma femme prend 5 kilos... Moi j'ai déjà entendu, hein, enfin ça c'est fou, mais c'est comme ça. Si ma femme prend 5 kilos, dans les conditions de mariage, elle doit garder tel poids. Ah ouais, je sais, mais bon, c'est comme ça. Euh, Tu fais quoi en fait si, à un moment donné, elle doit prendre des médicaments, ça la fait grossir. Tu vas dire, ah mais mes conditions, j'avais dit, pas plus que 65 kilos. Enfin, c'est du délire en fait. On est dans un monde de délirium total. Et tout le monde doit dire, ah oui, hein, on a le droit d'avoir des conditions, hein. C'est dans l'islam les conditions. Tu ne contrôles rien. La vie est pleine de surprises, pleine d'aléas. Et si tu aimes quelqu'un, tu vas l'aimer.
dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Tu ne dois pas quitter la personne parce qu'il y a un chien, parce qu'elle a pris 5 kilos, parce que son fils dort à côté. Faut arrêter. Ça, c'est des gens qui ne savent pas aimer, qui ne savent pas donner, qui ne savent pas... C'est fatigant. La petitesse, la mesquinerie, les calculs, imposer ses phobies aux autres et devenir une sorte de comme ça, de sunna soi-même où on rajoute plein de trucs. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de s'encombrer avec des gens qui, certes, vont être agréables dans certaines choses. Oui, peut-être, elle fera bien la cuisine. Peut-être vous aurez de l'intimité dans le halal. Peut-être que les sols seront bien lavés. Oui. Mais le reste, quoi? Des cris, des trucs, des bouderies, des chambres à part, des ultimatums. Oh là là. Les frères qui sont passés par là, ils savent à quel point c'est de la folie, en fait, de s'engager dans un chemin compliqué. C'est suicidaire. Encore plus, tu as des enfants à charge. Parce que bon, pour conclure, ici je sais que j'ai perdu 90% des gens, donc je peux un peu parler plus librement. Les gens, ils se demandent, en fait, ils me demandent en privé, Harry, comment ça se fait? Tu reçois plein de mails de gens qui veulent se marier, t'es toujours pas marié, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as annulé tel mariage? Pourquoi t'as annulé ci? Pourquoi l'autre personne a annulé? Les gens se posent plein de questions, en fait, mais c'est simple la réponse. La réponse, en fait, c'est que moi, je suis quelqu'un qui a pratiquement aucun critère. La race, l'origine, le vécu, vierge, pas vierge, tout ce que tu veux, en fait. C'est-à-dire que moi, je ne ferme pas les portes à, à des profils. Voilà. Parce que je me dis, le bien, il peut venir de n'importe où. Et le bien, ça n'a pas de prix. Le bien, ça n'a pas de prix. Mais quand on est, quand on a un vécu, ce qui est mon cas, quand on a un passé assez chargé, ce qui est mon cas, qu'on a des enfants à charge, bon, c'est pas courant, mais bon, c'est mon cas. Quand on a des enfants à charge, on peut pas mettre les pieds dans n'importe quoi. C'est trop risqué. Ça veut dire en fait que tout ce que j'ai raconté ici depuis 1 heure, c'est puissance 10. C'est-à-dire, il faut une personne, je parle de mon cas, mais je ne suis pas le seul, hein, mais je parle de mon cas, et pourquoi je ne suis pas remarié. Il faut en fait quelqu'un qui ait très peu de conditions, autres que je veux être à charge de mon mari, je veux être bien logé, je veux, voilà, en gros, qu'ils me prennent en charge. En dehors de ça, tu peux pas accepter aucune condition. Voilà. Donc déjà là, c'est difficile. Ensuite, comme cette personne va être au contact de tes enfants, et qu'ils vont devenir, bon, c'est plus souvent des femmes qui sont avec des enfants, mais qui vont donc devenir quand même, où le beau-père, la belle-mère va occuper un rôle très important. Il faut penser, en fait, je vais mettre qui en face d'eux? Une hystérique? Une lunatique? Une bipolaire? Une mythomane? Une femme qui arrive avec tous ses traumas, etc. Vous savez, dans la vie, c'est pas simple. Hein. T'as des gens, pour pas dire des femmes, mais bon, je préfère dire des gens, parce que bon, c'est plus large. T'as des gens très gentils, très gentils. Ils sont gentils, savent bien cuisiner, ils lavent ta maison. Puis quand c'est fini, qu'ils s'assoient et qu'ils te parlent, finalement, tu es terrifié en fait, parce que t'entends. Tétanisé. J'aime bien le mot tétanisé, parce que ça... Faudrait aller lire la définition exacte, mais je sais que c'est ça que ça veut dire. C'est ce que je veux dire, c'est ça, tétanisé. T'es tétanisé, et tu dis, attends, non, non. Pour un bon repas et une cuisine bien lavée et un sol bien brillant,
Je ne suis pas prêt à payer ce prix-là, en fait, à supporter ça. Voilà. Mais les gens croient qu'un ciel, il est tout gris, tout noir ou tout bleu. Regardez par la fenêtre. Des fois, il est tout bleu. Des fois, il y a des petits nuages. Des fois, il y a des gros nuages. Des fois, il y a des nuages gris. Des fois, il y a des nuages noirs. Des fois, il y a la tonnerre, il y a les éclairs. Il y a des variantes. Et il y a des gens comme ça, bon, a priori, te chantent une belle chanson de loin. Puis quand tu rentres dans les détails, au-delà des banalités, tu dis, oh là là, si j'incorpore ça ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est pas une question d'être exigeant, c'est l'inverse en fait. On peut ne pas être exigeant, style moi, hein, je suis pas exigeant, mais quelqu'un qui n'est pas exigeant doit trouver quelqu'un qui n'est pas exigeant non plus. Si tu commences avec quelqu'un, il faut truc, et puis il faut aller pour faire la fête au Maroc parce que mon père, machin, le village, et puis il faut revenir, mais comme on a été là-bas et que les enfants c'est trop, il faudra les confier à une amie qui va les garder pendant qu'on sera là-bas, et puis quand on reviendra, il faut... Bon, c'est pas possible. Désolé, c'est pas possible. Ah oui, moi j'ai l'habitude d'être seul, donc il faudra que tu te consacres la semaine à tes enfants et que le week-end, tu viennes faire 5 heures de route pour venir me retrouver. Et donc, pour qu'on soit à deux, il faudra que tu mettes les enfants chez quelqu'un. Ma sœur, pitié, quoi. Tu viens pour me faciliter la vie ou tu viens pour m'embarquer dans des histoires où je vais mourir sur la route, en fait. Subhanallah. Où je vais déstabiliser mes enfants pour 5 minutes de machin. Être malade, en fait. Et le problème, c'est ça, en fait, quand on dit pourquoi tu ne te maries pas. Parce qu'il n'y a pas de gens simples. Il n'y a pas de gens simples. On va s'entraider, je vais être bien logé, t'as une chouette voiture, te manque pas d'argent, t'as l'air d'être un type sympa, profond, intelligent. J'arrive, voilà le numéro de mon père. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Enfin, à ma connaissance. Et que des trucs, oui, mais ça, je te préviens, et ça, mais bon, peut-être que... Rien qu'à lire, t'as déjà peur. À lire. Moi, c'est pour ça, il y a des frères qui m'écrivent, pourquoi tu m'envoies pas les mails des sœurs qui veulent se marier? Moi, j'ai pas envie j'ai pas envie de faire un mal à mes frères, quoi. Je me dis déjà, si quelqu'un d'un peu profond d'expérience est terrifié, que ça va être quelqu'un qui arrive du haut de ses 24 ans, plein de rêves et d'idéaux, il va devenir complètement fou, en fait. C'est très difficile. Donc voilà l'explication. C'est pas compliqué. Hein. Il n'y a pas de gens simples. On pourrait croire. Moi, regardez. Moi, je suis naïf, de nouveau. Je suis un gars naïf. Comment je réfléchis? Je me dis, bon. Je me dis, si moi je suis une sœur, je suis dans un T1 à Reims, je suis toute seule, je suis devant mes séries, je tourne en rond dans mon studio, je dors dans le froid, j'ai pas de sexualité. Une fois que j'ai déduit tous mes frais de mes allocs, il me reste 400 € pour vivre. Je fais mes courses au Leader Price. Je fais rien de ma vie. Moi, comment je vois ça? Je me dis, une sœur comme ça, en fait, elle a tout à gagner. Je serais dans une maison 4 chambres. J'aurais un homme intelligent, profond. J'aurais un but dans la vie, truc, parce que l'islam nous incite à nous occuper d'orphelins. Donc ces enfants, c'est comme des orphelins. Je ne serai pas dans la précarité économique. Il va se passer des trucs dans ma vie. Je vais vivre des expériences. Le gars a l'air assez passionné, assez... qu'il n'est pas... comment je veux dire? Il n'est pas... enfin bref, il n'est pas froid au niveau physique, tout ça. J'y vais. J'ai rien à perdre. Moi, je réfléchis comme ça. Parce que moi, je me mets à la place. Mais ça ne se passe pas comme ça, en fait. Les gens... Je vous l'ai expliqué dans la prison mentale, les gens, en fait, ils aiment. Ils ont appris à aimer et à s'habituer à leur médiocrité.
à leur petite vie, à leur petite routine, à leur petite sécurité. Et en fait, les gens ne sont pas prêts à vivre des aventures, ne sont pas prêts à aller vers des choses simples. Ils sont torturés, empêtrés dans des trucs, euh, complètement noyés sous les waswas. Et alors, comme ils veulent se mentir à eux-mêmes et qu'ils veulent vraiment faire croire qu'ils veulent se marier, ils vont faire le pas, mais ils vont arriver avec des conditions. Il faudra que ceci, il faudra que cela, et il faudra pas ça. Et il faudra que tu acceptes que je ne remette pas l'enfant à son père, même si je me remarie. Et il faudra que tu te débarrasses de tes chats, parce que machin. Et il faudra que tes enfants changent telle et telle habitude, parce que moi je ne supporte pas les enfants qui mangent à telle heure, qui se couchent à telle heure. Et pas papi, et pas papa. Et toi, t'es déjà fatigué avant de commencer. T'as déjà peur. Et donc, tu te maries pas. C'est tout. Donc, c'est ça l'explication. C'est très simple. C'est très simple. Les gens de nos jours sont torturés, sont compliqués, sont pleins de peur, sont pleins de conditions. Ils échafaudent de toutes sortes de choses à l'avance. Et ils veulent arriver en terrain conquis. C'est-à-dire, il faut que tout soit comme je veux, en fait. Donc moi, tant que t'as pas déménagé, tant que t'es pas débarrassé de tes chats, tant que ceci, cela, ben moi, en fait, je viens pas. Enfin, voilà, quoi. Donc, moi, je m'excuse, on se marie pas pour souffrir. On se marie pas pour commencer à rajouter des problèmes à ces problèmes. On se marie pas pour polémiquer, pour débattre, pour se disputer, pour imposer. On se marie pour s'entraider, se faciliter la vie, se faire du bien, physiquement, mentalement, pour pas dormir tout seul, pour manger à deux, pour discuter, pour faire des balades en forêt en se tenant la main. Et puis voilà, quoi, tu vois. Si t'es pas là-dedans, si t'es dans les trucs, oui, mais moi, quand j'étais petite, mon frère, et donc depuis lors, moi, ma famille, je suis en guerre, et moi, les musulmans, faut plus me la faire, parce que les barbus, je les connais, nanani, moi, j'ai pas envie, en fait. Désolé, va chez un psy, défoule-toi, vide-toi sur le canapé, prends des médicaments, je ne sais pas. Moi, j'ai pas envie de commencer à entendre toute la misère du monde. On est déjà occupé à souffrir parce qu'on voit ce qui arrive à nos frères et sœurs, au Shem, à Gaza, etc. Moi, j'ai pas envie d'entendre les pleurnicheries des gens, en fait, tu vois. Où tu veux aller de l'avant, où tu veux positiver et où tu veux apporter un bien à l'autre, ou reste chez toi entre tes quatre murs, balade-toi sur TikTok, fume tes bédos, ni vu ni connu. Après les Isha, quand j'ai fini de prier, je m'allume un joint, ça me détend. Ben oui, si c'est ça ta vie, si t'es contente, bon, faut pas déranger les gens en fait, tu vois. Faut pas. Voilà quoi, enfin bon, bref. Bon, c'était super long, mais c'est pas grave, hein, parce que au moins j'ai pu un peu expurger le truc. Mais je vous dis, tout ça, c'est intéressant. Tout est intéressant. Observer les enfants, faire des rencontres en vue de se marier, discuter, discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, t'entends leur point de vue, leur angle de vue. S'abonner à certains comptes Twitter. Moi, des fois, je m'abonne pour 2, 3 semaines et puis j'enlève parce que je peux pas devenir, je peux pas finir en psychiatrie. Tu vois des gens, en fait, tu te dis waouh, ils sont complètement fous, en fait. Mais il faut le lire pour le croire, tu vois. Il faut jauger la situation pour dire ah ouais, ça existe dans l'humanité. Ouais, je croyais pas. Moi, au début, je croyais pas quand on me disait il y a des sionistes qui disent et qui écrivent il faut faire mourir de faim les Gazaouis, il faut empêcher les camions de rentrer. Je dis mais attends, c'est quoi, c'est pas possible. C'est des bêtes féroces, des démons. Bah oui, ça existe. Même des femmes, ils disent ça. Des femmes. Bah, je savais pas, moi. Moi, j'ai jamais imaginé, avant de lire ça, qu'il y avait des femmes qui pouvaient dire il faut affamer des enfants, c'est très bien de les faire mourir de faim. Voilà.
J'ai découvert, je me suis abonné à des comptes, j'ai lu, puis j'ai enlevé, parce que bon, j'ai pas envie de finir en psychiatrie, donc voilà. Et on est là pour apprendre. Hein. C'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que moi je deviens au milieu de tout ça? Qu'est-ce que je fais avec cette information? Qu'est-ce que j'en fais? Je vais dans les commentaires, je l'insulte, sale garce, truc, crève. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On a besoin d'être confronté à la réalité pour. Les Mukawala, c'est intéressant pour ça, parce que ça permet de savoir pourquoi c'est si difficile de se marier. Ça permet de savoir pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à se marier. Parce qu'évidemment, bon, tu peux te demander. Moi, de nouveau, je suis naïf, je répète ça souvent. Moi, des fois, je vois une sœur dans le Mukawala, je me dis à moi-même, je dis, comment ça se fait qu'elle n'est pas encore mariée? C'est pas possible. C'est pas possible. Elle a une voix douce, elle est intelligente, elle a de la culture, elle n'est pas désagréable à regarder, elle a l'air propre. C'est quoi le. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu comprends pas en fait. Puis tu parles, puis surtout tu vis deux, trois trucs et tu comprends. Mais ça montre à quel point c'est compliqué, parce qu'après un bord, tu dis, c'est pas possible cette femme à 30 ans, elle est toujours pas mariée. Avec le profil qu'elle a, pas possible. Tout le monde n'a pas été aveugle, les gens ont dû voir qu'elle était mignonne, qu'elle était intelligente, qu'elle était ceci, qu'elle était ordonnée. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et puis tu découvres avec le temps. Ah, elle n'a pas dit ça. Ah, ça avant elle n'était pas comme ça. Ah, ça c'est un défaut qu'elle avait caché. Et puis tu comprends en fait. Tu comprends. Et tout ça en fait c'est source d'enseignement. Tout ce que vous vivez c'est source d'enseignement. Vos conflits avec vos parents, vos rencontres en vue de se marier, la façon dont parlent et réagissent vos petits cousins de 3, 4, 5 ans. Les ennemis, qu'est-ce qu'ils racontent? Sionistes, c'est quoi qu'ils racontent en fait? C'est là qu'on apprend en fait. Le monde, la vie, la réalité. Si on se cache, qu'on joue à des jeux vidéo, on tire sur son joint, on fait ses prières, bon, je ne sais pas si on apprend grand-chose. On survit, on végète, on attend que ça se passe. Voilà. Bon, je vais quand même vous laisser, même s'il n'y a plus personne, c'est pas grave. Je le fais avant tout pour moi, hein, je l'ai déjà dit, donc... Tiens, à propos, oui, j'allais oublier. J'attends 1h27 pour dire. Récemment, mon fils m'a envoyé, en lui donnant des données, évidemment, m'a donné le diagnostic de ChatGPT sur mon profil psychologique, subhanallah. Je peux vous assurer que c'est extrêmement étonnant, voire choquant, en fait. On ne réalise pas du tout ce qui est occupé à se passer, en fait. J'ai lu ce long texte sur moi, bon, que je ne vais pas lire en public, parce que bon, ça serait très égocentrique, et puis finalement, il y a un peu des secrets dedans, que j'ai peut-être pas envie d'étaler sur la place publique. Mais quand tu lis ça, tu te dis, oh là c'est quand même grave la situation, en fait. Parce qu'une telle précision, une telle justesse, au point qu'il te dit des choses que tu avais dans ton inconscient, mais que tu n'as pas réalisé que c'était important, que c'était présent en toi. Très très étonnant, très, très perturbant, franchement. Subhanallah. J'ai l'impression qu'en fait on rentre dans un monde qui va être de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile, et où justement la simplicité n'aura pas de prix. Tout ce qui peut vous simplifier la vie, ça n'a pas de prix. Et tout ce qui est compliqué, tortueux, oui mais non, non mais oui, à fuir, à fuir, à fuir. Parce que le monde va être tellement rapide, tellement compliqué, tellement changeant, tellement imprévisible, qu'il faut au moins que votre foyer soit un endroit calme. Calme, on se comprend, on parle.
On s'angoisse pas, on se donne le bon soupçon, on met pas trop de conditions à l'autre, on s'adapte. Ah, ton fils vient parce que ton ex-mari est mort, c'est pas grave. On va s'arranger, on va trouver des solutions. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix, je vous jure. Les dramas, les trucs, les ultimatums. Oui, mais non, mais tu m'avais dit, mais pourquoi? Ça tue l'âme, ça tue l'âme. Et ça tue votre foi. Et alors là, c'est pas le but. Hein. On est déjà occupé à se battre contre la terre entière pour sauver notre religion. Si c'est pour se la faire dynamiter à la maison, c'est pas le but, hein, franchement. Savoir où on met les pieds. Conséquences sont trop graves, vraiment. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.